Amis supporters d'Arsenal, bonjour, bonsoir, dépendamment à l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Nous sommes aujourd'hui sur un épisode spécial qui va peut-être plaire à certains, peut-être déplaire à d'autres, je ne sais pas. En tous les cas, c'est parti, let's go. T'as vu? J'ai ajouté de la beatbox à ma voix de forain. J'essaye un petit peu voilà, d'élargir ma palette, Raoul. Là, je vois que ça bosse entre les différents enregistrements de podcast, là, quand Oui, même. mon gars, oui, c'est tout un travail, hein, je me laisse pas faire. Et évidemment, vous l'aurez compris, je suis accompagné d'El Professeur, sans qui d'ailleurs la Casa des Papel n'existerait pas, directement inspiré par son histoire, sa vie, sa personne. Raoul, comment tu vas? Salut mes chats, bonjour, bonjour ou bonsoir tout le monde. Écoute, je vais très bien. Comme toujours en même temps, hein. Oui, en plus on est là. On va parler d'un petit personnage, pas des moindres, sur cette dernière décennie. Non, ouais, sur ouais, les 10 dernières années, on peut dire ça comme ça pour Arsenal. On fait un focus aujourd'hui sur Mesut Özil. Et c'est moi qui ai voulu qu'on en parle parce que il y a plein de choses à dire sur ce joueur. Vous avez vu, je ne sais pas si vous suivez un petit peu l'actualité, mais le mec, c'est devenu une bête. Il s'est mis enfin à l'entraînement et c'est devenu une bête physique. Voilà, je vous laisserai regarder les photos de Mesut pour ceux qui ne les ont pas encore vues. Mais c'est assez impressionnant sa transformation. Et en fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bah, quand même, c'est un mec qui a un petit peu, qui a beaucoup plu, on va dire, et qui, pour moi, je le dis tout de suite, et comme ça, la messe est dite pour moi. En même temps, je connais pas le football, euh, donc, au final, c'est pas très grave. Mais moi, c'est un joueur, Mesut Özil. J'ai détesté son passage à Arsenal. Vraiment, j'ai pas du tout apprécié son passage. En tout cas, je pense que sa fin d'aventure a beaucoup pris le pas sur son tout début d'aventure. Et donc, c'est l'occasion de faire un petit focus sur lui, de se rappeler les bons comme les mauvais souvenirs avec toi, Raoul. Parce que, encore une fois, c'est un joueur, je pense, qui est clivant, qui déchaîne les passions parce que c'est un joueur qui a énormément de talent intrinsèque. On peut pas dire le contraire. Évidemment, c'est un des joueurs les plus talentueux de sa génération. Mais moi, je trouve qu'il n'a pas eu la carrière que son talent méritait. Voilà. Donc, Moi, je suis un petit peu déçu, mes chats, parce que du coup, je me suis dit que suite à l'avant-dernier podcast qu'on a mis en ligne, je pensais qu'on allait faire un spécial coquin. alors, il est déjà fait le spécial Coquelin. Mais je pensais qu'on allait le refaire parce que, en fait, Ouais. je pense que franchement, on n'aurait pas dû mettre 11 de légende. Ça, je suis d'accord. Je Non, sais pas si tu bah, as vu la réaction des gens. C'était bah, tellement drôle. j'ai pas vu, mais pour moi, c'est une légende. Ah, il Voilà. y en a pas beaucoup qui ont compris pourquoi on a mis Coquelin. Et Et qui n'ont pas- pas écouté le podcast probablement en même temps. Voilà, c'est ça. Ou peut-être qu'ils n'ont pas vu les matchs de Coquelin. Mais voilà. Et d'ailleurs, c'est drôle que tu me parles de Francis Coquelin parce que justement, je trouve que l'attitude de Coquelin dénote avec celle de Mesut Özil. Et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai moins apprécié que d'autres le passage de Mesut Özil parce que globalement, et effectivement, dans l'attitude, je trouvais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et moi, j'ai du mal avec ces joueurs-là qui sont nonchalants, ces joueurs-là qui ont un talent extraordinaire, mais qui ne le travaillent pas suffisamment pour le mettre au service de l'effectif. En tout cas, non, j'exagère, parce que Ozil était clairement un joueur au service du collectif, mais en tout cas, qui ne mettent pas leur talent au service de leur carrière, quoi. Je trouve que quand tu as un talent comme ça, un peu comme Ronaldinho, tu vois, c'est Neymar, c'est des jeunes, ça fait mal au cœur quand tu fais au final. Quand tu penses à leur carrière, de se dire qu'ils ont fini comme ça ou qu'ils n'ont pas eu la carrière qu'ils méritaient. On va revenir sur les points essentiels concernant Mesut Özil et après on parlera de notre ressenti et de ce que l'on pense de ce joueur dans le détail. Mesut Özil à Arsenal, c'est 254 matchs, toutes compétitions confondues, c'est 44 buts, 75 passes décisives. C'est pas déconnant en réalité. Si on fait par championnat, en tout cas par catégorie de coupe, euh, en Champions League avec Arsenal, Mesut Özil, c'est 28 matchs, 7 buts, 6 passes décisives. En Europa League, c'est 19 matchs, 2 buts, 6 passes décisives, avec ce fameux but contre Ludogorets, on s'en rappelle, extraordinaire, évidemment. Hop, et en championnat, en Première Ligue, aux îles, c'est 184 matchs, 33 buts, 55 passes décisives. Donc, c'est pas des stats qui sont dégueulasses, surtout que c'est un joueur qui est milieu offensif. Donc, bon, 184 matchs de Première Ligue, 33 buts, 55 passes D, c'est pas dégueulasse. Mais moi, maintenant, je suis dans cette catégorie de vieux, peut-être de vieux cons, excusez-moi l'expression, qui
ont du mal à... Enfin, en fait, pour moi, les stats ne sont plus indispensables ou ne sont plus nécessaires pour pouvoir analyser la performance d'un joueur sur toute une saison, notamment. Et donc, voilà, Raoul, déjà, dans un premier temps, quand tu entends ces stats et quand tu te rappelles de Mesut Özil, qu'est-ce que toi, tu as à nous dire? Parce que j'ai beaucoup parlé et ton avis Ouais, non, mais m'intéresse moi, évidemment. c'est toujours un plaisir de t'écouter, Michel. Mesut Özil, Euh, pardon, juste pour rappel, Mesut Özil qui a été recruté pour 50 millions d'euros à l'époque, ce qui est en 2013 une révolution quand Arsenal ne mettait pas beaucoup d'argent sur les joueurs et donc prenait beaucoup de retard sur Chelsea, notamment ses concurrents Manchester City. Et donc quand il arrive, effectivement, il y a une hype, moi le premier, parce qu'en plus il vient du Real Madrid. Et quand on aime le football, on est obligé d'aimer Mesut Özil. Donc quand il arrive, il y a une vraie hype. Et après, pour moi en tout cas, pétard, parce que bah voilà. Donc Raoul, à ton tour. déjà, si on se rappelle, bah, pour les plus anciens de nous, si on se rappelle l'arrivée d'Ozil, c'était en 2013. Il vient du Real Mm. et il est annoncé, donc, ouais, donc il est recruté pour 50 millions, mais je crois qu'il est recruté le 1er ou le 2 septembre sur Toute fin. c'est vraiment, genre, à mon avis, c'est du 23h30, tu vois, quelque chose comme ça. En tout cas, que ça s'est fait. Il a été présenté, je crois, le 2 devant l'Emirates. Et il arrive au club avec un recrutement qui n'était pas ouf. Et je crois que au moment où il est recruté, il y a un vrai ouf de soulagement de la part des supporters d'Arsenal en se disant, ouais, ok, là, on a au moins alors, si ce n'est sur le terrain, en tout cas dans les stats et dans le nom et dans l'aura médiatique, on va dire, et dans le monde du football, on a un vrai nom. Oui, parce Donc, qu'effectivement, il faut se rappeler, encore une fois, et Raoul, tu fais très bien de le dire, c'est pour ça qu'on parle de hype, c'est qu'à l'époque, n'oubliez pas, pour ceux qui ne suivaient pas Arsenal à l'époque, c'est que on a connu, notamment après l'Emirates, une période où les meilleurs joueurs qu'on recrutait, c'était des mecs comme Gervinho, c'était des mecs comme Chamac, c'était des mecs comme Park de Lille, c'était des mecs comme Koscielny de Lorient. Alors après, il y a des joueurs qui ont fait plus ou moins une belle carrière, mais je veux dire, c'était les joueurs qu'on recrutait. Et donc, quand on prend Mesut Özil à l'époque, c'est le premier pas, je pense, pour moi, hein, en tout cas, c'est le premier pas d'Arsène Wenger vers cette ère moderne dans laquelle il avait pris beaucoup de retard. Parce mm, que enfin, il décide de mettre de l'argent, 50 millions à l'époque pour Arsenal, c'est énormément d'argent, parce que encore une fois, c'était du jamais vu. Je crois que d'ailleurs à l'époque, c'est le transfert le plus cher de l'histoire. Et donc quand il arrive, encore une fois, c'est Özil, un des meilleurs joueurs allemands, joueur du Real Madrid. On reviendra d'ailleurs un petit peu sur son passage au Real Madrid, parce que beaucoup ont capitalisé sur le fait que c'était un joueur du Real Madrid, mais faut pas oublier dans quel contexte il est arrivé aussi. Mais il vient à Arsenal et évidemment, c'est extraordinaire. Et c'est aussi important de dire que les stats que j'évoquais tout à l'heure, elles sont effectivement bonnes si on s'arrête que stats, surtout parce qu'il arrive à un moment où l'équipe d'Arsenal, c'est pas ouf, quoi. Défensivement, offensivement. Alors après, l'année d'après, il y a Alexis Sanchez qui arrive et qui l'épaule un petit peu. Mais bon, l'attaque, c'est Walcott, Sanchez, Giroud. C'est pas, c'est pas Ronaldo, Benzema et Gareth Bale. Effectivement, il y a un petit décalage de ce côté-là. Pardon, Raoul, je t'ai coupé, mais c'était pour, non, non, mais pas de souci. c'était pour contextualiser, c'est Et, important. non, et pour poursuivre dans le contexte, il faut quand même savoir qu'il arrive en 2013 et que Arsenal n'a plus rien gagné depuis 2005. Mm. Le dernier trophée d'Arsenal, c'est la Cup en 2005. Ouais. Donc, tu es sur 8 années de disette. Alors, on a fait des finales qu'on a perdues, bien entendu. Mais le dernier trophée, parce qu'un club est fait de trophées, ben, la grandeur d'un club se fait aussi par le nombre de trophées qu'il arrive à avoir. Et donc, du coup, côté supporter d'Arsenal, côté de l'Emirates, il y a une vraie disette. Et comme tu le disais, on faisait avec les moyens du bord, avec le remboursement que l'on avait sur la construction de l'Emirates. Et donc, du coup, on avait un recrutement qui était vraiment limité. Et je pense qu'en 2013, on arrive aussi sur la fin du remboursement où Wenger commence un petit peu à lâcher un peu plus d'argent. Et surtout, moi, j'avais l'impression qu'à l'époque, les 50 millions, et comme tu le dis, c'était énormément d'argent. En fait, moi, alors, je vais pas dire je m'en rappelle comme c'était hier, mais en ayant préparé un tout petit peu le sujet-là que tu nous avais proposé, moi, je me rappelle que quand Ozil il signe à Arsenal, je me dis en fait, c'était pas forcément le joueur qu'il voulait.
Ouais, c'est une Euh, opportunité de marché, hein. De toute façon, Arsène l'a toujours dit, à chaque fois, les transferts, pour lui, c'est des opportunités de marché. Voilà. Bon, et opportunité à 50 millions aux îles, je suis pas sûr que ça en était vraiment une. Bah, on y reviendra. Mais parce que c'est quand même beaucoup d'argent que tu l'as Mhm, dit. Il y mhm. a 11 ans de ça, mais 50 millions, ça commence à peser. À 50 millions il y a 11 ans, Euh, c'est le top du top. C'est le top du top, ouais. Mhm. Bah, on est déjà pas mal. Je pense que ça doit être dans les 5 transferts les plus onéreux de l'année 2013. Mais moi, j'avais l'impression que c'était de dire, OK, en fait, on n'a pas réussi à faire venir les joueurs qu'on voulait, sans connaître les noms hein, d'ailleurs, hein, mais il nous faut une pointure parce que franchement, on n'a pas commencé la saison, que les supporters sont déjà pas contents. Il y a une opportunité avec Ozil, avec le Real, je le signe. Et après, on sait que footballistiquement, c'est un joueur qui a du ballon, etc. Mais après, comment il va s'intégrer? etc., etc., ça peut être plus compliqué. Et donc, du coup, voilà comment Ozil arrive à Arsenal. Et moi, ben, j'ai pas forcément d'avis. Je me dis, OK, pourquoi pas un joueur du Real. Après, voilà, on le connaissait avec la sélection. Au Real, j'ai pas souvenir que c'était un titulaire indiscutable non plus. Et non, c'est pour ça que je voulais qu'on Euh, parle de contexte aussi dans lequel il vient. voilà, Et c'est pas, c'est parce que effectivement pas un titulaire. parce que signer un joueur du Real titulaire c'est une chose. Signer un mec qui rentre 20 minutes par match, c'en est une autre. Après, c'est pas forcément synonyme d'échec, hein. On a pu le voir avec Le Gold. Mais voilà. Donc, du coup, il arrive et je me dis, OK, on a déjà au moins un nom. Et puis après, ben, wait and see, quoi, comme ils disent là-bas. Ah ouais. Il arrive à Arsenal dans un contexte au Real où il est entraîné par José Mourinho. On sait que la concurrence à l'époque est extrêmement dure. Et là où moi je tilte à l'époque, c'est que Mourinho, dans tous les matchs importants, dans tous les matchs à intensité, Ozil, il n'est pas titulaire. Hmm. Dans tous les classicos, il n'est pas titulaire. Et quand on connaît la rigueur tactique, surtout à l'époque de Mourinho, où il y avait quand même c'était le combat entre Mourinho, Guardiola, la possession contre le contre-pressing et le jeu de contre, quand on sait pourtant la qualité de passe de Mesut Özil, qui est sa qualité première, sa vision du jeu, quand on sait tout ça et que malgré tout, il n'est pas titulaire, ça veut dire quelque chose. Et donc quand il vient en Angleterre, on le sait, le championnat anglais, même si ça a beaucoup évolué depuis, mais c'est quand même la base, c'est quand même le physique, c'est quand même le pressing intense, c'est quand même, et tous les joueurs le diront, tu es obligé de prendre en masse musculaire parce que sinon tu te fais bouffer physiquement par les milieux de terrain adverses. Et donc moi j'ai un petit truc comme ça qui me dit, oula, tu sais, ce truc de je suis content et en même temps, est-ce qu'il va faire le nécessaire pour pouvoir s'adapter? Parce que Mourinho aussi se plaignait de ça, et en général, surtout à l'époque, enfin on le savait, les mecs qui faisaient pas les efforts à l'époque à l'entraînement, chez Mourinho, ça jouait pas. Et c'était le problème de Karim Benzema, c'était le problème notamment de Mesut Özil. C'était des joueurs qui, un peu flemmards, voilà, un peu flemmards parce que très talentueux. Euh, il arrive, et qu'est-ce qui se passe? Premier match, première passe d'ess, je crois, ouais, dans la foulée. Exactement, C'était contre Sunderland, le premier match qu'il a fait. exactement. Et première des 77 passes décisives sur un but de Gigi. Évidemment, évidemment. Et tu vois, c'est drôle parce que, et c'est peut-être aussi un peu vrai, hein, il y a des gens qui disent que Giroud ne l'a pas aidé, parce que Giroud, à l'époque, c'était un assassin. J'ai entendu cette expression-là, où Giroud est un assassin, où il a foiré beaucoup de passes D que lui aurait potentiellement fait Mesut Özil. Moi, les gars, en fait, c'est juste un ressenti, mais c'est pas qu'un ressenti, c'est pas vrai. Je réduis un petit peu c'est assez réducteur de dire ça. Moi, encore une fois, Raoul, tu l'as dit avant le podcast, mais on va le rappeler ici. Ozil, sur sa fin d'aventure à Arsenal, c'était 350 000 livres par semaine. Hmm. Joueur le mieux payé de l'histoire du club. 350 000 livres par semaine. Je ne sais pas si on se rend compte de ce que ça représente, mais 1,4 million au mois hein, 1,4 million au mois. Quand de un livres. joueur 1,4 million au mois qui, soi-disant parce que ses caractéristiques ne lui permettent pas, mais ça, c'est des conneries. À un moment donné, c'est des conneries. Kevin De Bruyne, c'était pas ses caractéristiques au début, hein. T'inquiète pas qu'avec un entraîneur comme Guardiola, il a été obligé de courir. Et c'est là où j'en veux un petit peu aussi à Arsène Wenger d'ailleurs.
Et c'est d'ailleurs pour ça, à mon avis, on pourra en parler, ça, mon aventure. Je me vais un petit peu dans tous les sens, mais parce que tout ça est relié. C'est pour ça d'ailleurs qu'il commençait à moins jouer sous Emery et qu'il a quasiment pas joué, il a pas joué sous Mikel Arteta. Arteta, qui a essayé de le relancer. Pourtant, comme il a essayé de relancer euh, Chaka, ça a marché parce que Chaka, c'est un genre de caractère, vraiment pour le coup de collectif, là où Mesut Özil l'est moins. Ce que je veux dire par là, c'est que, bah, je sais plus ce que je disais. Qu'est-ce que je disais? Excuse-moi, j'ai perdu le fil du coup en allant partout. Mais, mais en fait, c'est ça le truc, c'est que quand tu es sur un sujet tellement vaste, en fait, en fait, tu parlais de que tes craintes, c'était par rapport à son arrivée depuis Madrid, parce que à l'époque de Ah Mourinho, oui, quand voilà il faisait pas l'investissement, les pardon, voilà, efforts. voilà, c'est ça. Et Heureusement que je t'écoute hein, quand même. Hein. heureusement, mais moi je m'écoute pas, c'est ça le problème. En fait, ah oui, je disais que les gens disaient que c'était aussi parce que les attaquants avaient pris pas mal de ces potentiels passes D. Quand je dis que le football ne se résume plus aujourd'hui à l'analyse des statistiques, c'est parce qu'on sait qu'il y a d'autres éléments qui viennent euh, approuver le fait qu'un joueur ait fait un bon match ou pas. Ça va être ses répétitions des courses vers l'avant, ses courses à haute intensité, ses replis défensifs, etc., etc. Mais Mesut Ozil, c'est un joueur qui choisissait ses matchs. Raoul, je pense que tu peux pas me dire le contraire. Il choisissait ses matchs. Il y a des matchs, il n'avait pas envie de jouer. Donc en fait, tu avais un mec qui trottait sur le terrain. Voilà, il était là, il se regardait jouer un petit peu. C'était un joueur qui faisait pas beaucoup d'efforts défensifs. C'est un joueur qui, effectivement, était capable, sur une action, sur une passe, de débloquer la situation. Et il y a eu des actions absolument merveilleuses avec Alexis Sanchez, notamment quand il est arrivé en 2014 derrière, qui ont permis à Arsenal de maintenir, parce que c'était ça aussi, les gars, faut pas oublier, hein, année après année, on disait que c'était un exploit qu'Arsenal se qualifie en Ligue des Champions en étant dans le top 4. Voilà, c'était ça l'objectif du club, c'était être dans le top 4. Pour un club historique comme Arsenal, ça fait quand même un peu mal aux fesses. C'est comme si demain, on disait que l'objectif de City aujourd'hui, c'était d'être quatrième de la première ligue. Bon, ça fait un petit peu bizarre et ça fait un peu mal au cœur à dire, mais au vu de l'effectif que l'on avait pendant des années et des années, c'est vrai que Arsène Wenger a réussi à cet exploit de nous qualifier à chaque fois en Ligue des Champions. Pas y faire grand-chose, évidemment, parce qu'on n'avait pas le niveau, mais en tout cas, voilà. Et moi, avec ces joueurs-là, c'est pour ça que je dis que j'ai détesté son passage, c'est parce que j'ai du mal, quoi. Et tu as bien fait de parler de Francis Coquelin. Francis Coquelin qui se déchirait pour ses partenaires. Francis Coquelin qui. C'est un exemple parmi tant d'autres. On parle de Francis Coquelin, mais je pourrais parler de Koscielny qui était dans cette équipe à l'époque. Je pourrais parler même de Sagna qui se tapait pour ses partenaires. Enfin, tu vois, moi, j'ai du mal avec ces traitements de saveur-là. C'est pour ça que, par exemple, aujourd'hui, je fais juste une comparaison. Kylian Mbappé, c'est un joueur avec lequel j'ai beaucoup de mal parce que j'ai du mal avec le traitement de faveur dont il bénéficie. Pour moi, tu es dans un collectif, mec. Et en fait, là où tu brilles, là où tu es encore plus fort, c'est quand ton talent, tellement au-dessus du reste, eh ben, il est au service de ce collectif-là. Voilà. Et Mesut aussi, effectivement, j'ai eu du mal à cause de ça. À chaque fois que je voyais ces matchs, j'avais envie de lui foutre une patate et je pense que Arsène n'y est pas pour rien parce qu'il y avait aussi beaucoup de caninothérapie dans le management d'Arsène, beaucoup de management paternaliste chez Arsène où il fallait bichonner son joyau, bichonner son meilleur joueur quand il aurait peut-être mérité sur beaucoup beaucoup de matchs de se manger deux, trois claques, quoi. Voilà. Voilà mon avis sur Mesut Özil, Raoul. Ouais, je vais peut-être. Alors, je vais pas nuancer ton avis Si, parce que si, c'est le nuance, tien. nuance, nuance, Non, non, nuance. mais en tout cas, je vais nuancer tes propos, mais pas ton avis parce que ton avis est personnel et que si on avait tous le même avis, toi, moi ou Richard quand il est là et tous les auditeurs, je pense qu'il n'y aurait pas d'intérêt à faire de podcast. Le but, c'est pas de créer une polémique, mais c'est de. Bah, Est-ce que les gens qui nous écoutent se disent ouais, pourquoi pas, ou je suis d'accord, ou je suis pas d'accord? on parle de Mais ressenti, hein. On parle de ouais, c'est ressenti, ça, c'est important. exactement. Là où moi, je vais peut-être nuancer un petit peu certains propos, c'est par exemple lorsque tu dis que il choisissait ses matchs. Moi, j'ai plus l'impression que Mesut Özil, sur tout son passage à Arsenal, il a été d'une régularité dans ses matchs de façon assez impressionnante, à savoir que, et là je me dis, les gens qui m'écoutent sont déjà en train de gueuler en écoutant le podcast, régularité dans le sens où il n'y a pas un match, je n'ai pas souvenir d'un match où Özil, il ait eu
un niveau d'engagement et d'intensité de 100% de la première à la dernière minute ou de la première à son moment de sortir. C'est-à-dire qu'il ne choisissait pas ses matchs, mais il choisissait ses efforts. En fait, quand il n'avait pas envie de défendre, il ne défendait pas. Et un quart d'heure après, sur le même match, même adversaire, il avait envie de courir et courir. C'était plus ça qui m'a dérangé. Après, encore une fois, je suis puriste du football. Tu le sais, on en a déjà parlé plein de fois. Je pense que on a quand même souvent le même point de vue là-dessus. Tu as cité un joueur français juste avant, Mbappé. Je suis entièrement d'accord. Autant il est pétri de talent et autant son arrivée, son émergence à Monaco lorsqu'il est commencé à être titulaire en Ligue des Champions, à Dortmund, à City, où il fait très très mal. Son arrivée à Paris, où il est encore tout gamin et déjà plein d'ambition, mais peut-être avec un ego qui est beaucoup moins important. J'adorais le joueur Coupe du Monde 2018 sur le côté droit. J'ai rien à redire. Franchement, ouais. Et le côté après, starification, le côté je veux gagner le ballon d'or, je mérite le ballon d'or, j'aurai le ballon d'or un jour, je veux tout gagner, l'équipe c'est moi, je veux porter l'équipe, appuyez-vous sur moi. Et au final, on voit ce que ça donne, c'est des fiascos. Sa fin à Paris, c'est un fiasco. Alors, c'est un fiasco des deux côtés, un côté joueur et Mm. côté dirigeant par rapport à la partie contractualisation. Son euro, c'est un fiasco. Mm. Mais vraiment, je pense qu'il ne méritait même pas de. Non, bref, enfin bref. Donc, du coup, pour revenir à Ozil, parce que je ne vais pas faire un débat sur Mbappé, c'est pas un joueur d'Arsenal, on s'en fout un petit peu. Euh, il choisissait donc, ce que je disais, c'est il choisissait ses efforts. Et c'est là où moi, ça me dérange. Moi, je préfère un joueur qui a le coffre pour jouer 60 minutes à fond, mais donne-toi 60 minutes. Et si tu ne tiens pas à 61, bah, tu sors. Il n'y a pas de problème. Tu seras remplacé par quelqu'un qui te donnera autant, qui aura peut-être moins de qualité technique ou des choses comme ça, mais si tu tiens 60 minutes ou 70 minutes, bah, tu as 70 minutes pour faire la diff. Mais la diff, elle se fait défensivement, et après, on attend de ton pied gauche, de ta vista, de ton placement, de ton intelligence, de ta technique, que tu puisses faire la différence sur le terrain pour amener des buts. Donc, moi, je ne peux pas dire que ça a été chaotique. Je pense qu'on était à ça d'avoir un très grand joueur. Exactement. Pour autant, dans la période où il est arrivé, je ne peux pas dire que c'est un flop. Pourquoi? Parce que l'année où il arrive, c'est l'année du premier titre, finalement. Pour Arsenal, On, ouais, puisque on la Cup. gagne en 2013, on gagne à nouveau la FA Cup, Ouais, on gagne la le Cup. fameux 3-2 contre Hull City. Donc, au final, tu es un joueur, tu arrives de Madrid, tu es le transfert d'Arsenal de l'année. Tu arrives dans un club qui n'a plus rien gagné depuis 2005. Tu arrives, au final, alors, tu fais pas un très grand championnat. Je ne sais plus le classement en 2013 d'Arsenal, il faudrait regarder. Mais en tout cas, tu gagnes un trophée. Tu apportes un trophée à ton club. Voilà. Et derrière, je crois que au final, je crois que lui en a rapporté 4 des FA Cup. Et après, il y a cette année 2016. Alors, je ne sais pas comment tu veux un peu gérer et organiser ces podcasts-là, mais faisons un petit bond dans le futur ou un bond dans le passé en fonction de là où on se situe. Mais il arrive en 2013, 2016, l'année où on joue le titre avec Leicester. Il fait une première saison monstrueuse. Alors, ouais, et tu fais très bien de parler de cette saison parce que ça a été enfin, parce que moi, ça fait très longtemps que j'ai cet avis sur Mesut Özil, qui n'est pas un avis favorable, entre guillemets. Parce en fait, Mesut Özil, c'est un débat footballistique. En fait, ça va plus loin que son individualité. En Mais fait, c'est ce que tu attends, c'est ce que chacun attend d'un joueur de foot, en fait. ouais, mais globalement, du football, en fait. Qu'est-ce que tu attends quand tu regardes Oui, et euh, du football en général, oui, bien et c'est sûr. pour ça, en fait, c'est pour ça que ce débat, il est un peu, quand j'exagère un peu quand je disais qu'il déchaîne les passions, parce que, en fait, c'est une vision du football. Quel est le football que tu aimes? Quel est le style de joueur que tu aimes? Et comment est-ce que tu veux que ça bouge sur le terrain? Moi, moi, je suis un peu de la vieille école, j'avoue, et peut-être que voilà, je suis trop vieux, j'en sais rien, je sais pas. Mais pour moi, il y a des fondamentaux quand tu montes une équipe et il y a des caractéristiques qui sont indispensables pour chaque joueur. Moi, effectivement, la solidarité, le combat,
les efforts répétés, la gratuité de l'effort. En fait, pour moi, ça, c'est des éléments qui sont indispensables pour un joueur. Quand tu as un joueur qui fait moins que les autres, est-ce que ça donne à ton coéquipier de te battre pour lui? Peut-être, s'il est Michael Jordan, pourquoi pas? Sauf que Mesut Özil, c'était pas Michael Jordan. Il avait le talent pour. Et Michael Jordan, il allait prendre des coups en défense aussi, hein. Et exactement. Et Michael Jordan, tu vois ce que je veux dire? C'est pas LeBron James. Des mecs qui, tout seuls, sont capables de te faire gagner un match. Anecdote sur, juste pour, encore une fois, pour que vous restituiez. Alors après, les gens vont dire, ouais, mais c'est pas le même sport et tout. LeBron James, il fait une finale de NBA contre les Golden State. Dans le match, il se pète un doigt. Non mais attendez, mais il faut quand même situer le niveau du mec. Le mec se pète le doigt et il marque genre plus de 50 points avec un Mhm. doigt pété. Avec un doigt cassé, ouais. Mais je ne sais pas si on se rend compte de ça. Et donc, effectivement, quand un joueur qui est tellement au-dessus, tu peux te permettre de faire moins d'efforts à la rigueur, même si, encore une fois, moi, je ne le comprends pas parce que la gratuité de l'effort dans le sport, elle est inhérente, en fait, à ton activité. Elle est inhérente à ton, à ton métier, quoi, parce que c'est un métier. Et donc, en fait, c'est une vision du football. Moi, je préfère avoir 11 joueurs, c'est des soldats, plutôt que d'avoir 11 joueurs qui ont du talent et qui le mettent en application quand ils ont envie. Le talent, les gars, le talent, ça n'a jamais. Enfin, ça serait si le talent suffisait dans le football pour faire une carrière. Et tu as des joueurs qui capitalisent sur leur talent parce qu'ils sont tellement en avance que ça suffit. Mais comme Eto'o l'a dit, à un moment donné, quand tu arrêtes de travailler, ça se voit. Les jeunes, les autres te rattrapent, en fait. Et c'est ce qui s'est passé sur Mesut Özil. Et donc, cette fameuse saison 2016, parce qu'il faut en parler, où il fait une première partie de saison, je crois que sur la première partie de saison de mémoire, tu vois, mais tu me Il fait diras si. 16 passes D. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Il fait 16 passes D. Sur la saison globale, il en fait 17 ou 18. 19. 19. 19. Voilà. Ouais. Maintenant, quand on regarde l'intégralité de ses passes décisives sur cette saison-là, c'est quasi toutes sur des corners, quasi toutes sur des coups francs. Très peu dans le jeu, finalement. Je vous invite à regarder les highlights de cette saison et vous verrez que Mesut Özil, ses passes D, ses corners, ses coups francs, il y en a quelques-unes évidemment dans le jeu, mais la globalité de ses passes D se font sur ce niveau-là. Est-ce que un joueur qui fait 16 passes D, dont j'abuse, mais dont 14 sur corner, est-ce que ça justifie euh, le statut d'intouchable? Moi, je sais pas. Moi, franchement, la question se pose, Raoul. Mais ce que tu dis, c'est très intéressant parce que ben, tous les adjectifs ou tous les critères, pardon, plutôt, que tu as donnés sur ce que toi tu attends d'un joueur, la combativité, etc. Tout ça, ça se définit par l'engagement et le don de soi Exactement. quand tu es sur le terrain. Et ça reste le b.a-ba. À un moment donné, tu ne peux pas toujours tricher. Tu peux pas te cacher derrière les qualités, etc. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans différents podcasts, je vous avais déjà toujours dit, moi j'adore cette comparaison-là parce que je trouve qu'elle est très parlante. Mais à l'époque du duo Ibra-Cavani, Hein. moi j'étais team Cavani à 1000%. Pareil. Le mec, il disait rien, on le mettait sur le côté, ben, il jouait sur le côté, il tirait aucun penalty, c'était du tout pour Ibra, il défendait, et après, t'entendais à la 85e, ouais, le mec, il manque de lucidité devant le but. Ouais, mais il a couru 3 fois plus qu'Ibra, quoi. Hein. À un moment donné, les gars, moi, je préfère voir un joueur qui termine minable sur un terrain que Ibra qui arrête pas de râler, et qui va marcher, et qui va être Mais dans la oui. surface. Alors Mais oui, oui. c'est sûr que Ibra, à l'époque, il avait les stats pour lui, et on revient aux stats, mais avoir joué quand tu aimes le football, ben, quand tu aimes le football comme moi je l'aime, de la façon dont je l'aime, mais pour moi, il y a pas photo. Ben oui, bien sûr. Et Non, mais je d'ailleurs, suis d'accord. Cavani a été récompensé par le départ d'Ibra parce que tu as eu le meilleur buteur du club avant que qu'Mbappé ne le détrône. Je Donc suis du coup, d'accord. Je suis d'accord. euh, je crois que ça a toujours été le problème de son jeu. Et puis en équipe d'Allemagne, c'était pareil. C'était même en Allemagne, hein, même dans la sélection, il n'a jamais Ouais. fait l'unanimité à son poste. Et parce que justement, il y avait cette nonchalance. Et puis alors, déjà, quand tu joues en Angleterre et que tu gères tes efforts ou ton engagement, ça se voit rapidement parce que dans l'impact physique, quand même, tu te fais vite rosser. Mais quand tu joues pour la Mannschaft et que tu as des bouchers derrière toi et qui se donnent, etc., qui sont certainement, encore une fois, moins bons que toi techniquement, mais qui se donnent, ah, forcément, à un moment donné, le joueur qui se donne le moins, il se voit, il s'identifie facilement. Donc, moi, je trouvais ça intéressant de parler de la saison 2016 parce que
Alors, et je vais répondre à ta question, parce que de la stat pour de la stat, ça veut rien dire. Effectivement, tu dis, ouais, le mec, il fait 16 passes D. Alors, j'avais pas cette précision dans le détail des passes D sur la première partie. Mais après, je me dis, et encore une fois, cette année, on l'a vu, un corner bien tiré, tu sais, un corner ou un coup franc bien tiré, c'est un vrai geste technique et c'est une Bien prise de sûr, risque. mais bien sûr, bien sûr, Et on l'a vu cette année combien de fois de corner, quand ils étaient bien tirés, ça fait des buts. Quand ça partait au quatrième poteau, ça devient compliqué. Donc et on a aussi pris aux îles, alors pas que pour, bah, pas pour mettre des tampons, hein, mais pour sa qualité technique. bien Donc du sûr, coup, pour moi, elle compte parce que dans le foot moderne, un corner ou un coup franc sont devenus des vraies occasions, notamment quand tu as un attaquant comme Giroud, qui est quand même très bon de la tête, bien sûr. tu vois, et d'autres joueurs de l'époque. Mais Donc oui, les stats, un penalty, c'est aussi un geste technique, par exemple. bien sûr. Oui, non, bien sûr, je suis d'accord avec toi. Et pourtant, j'aime pas les. Bah, j'ai toujours dit que les pénalties. Non, et pourtant, j'ai toujours dit que les pénalties faussaient la Eh stat d'un oui, attaquant. bah Ouais, bien oui. sûr. Non, mais tu as raison de me reprendre là-dessus. En tout cas, mine de rien, grâce à cette première partie de saison 2016, on est au coude à coude avec Leicester, qui termine avec énormément de points d'avance sur nous, qui terminons vice-champions. Mais derrière, rappelons-nous que sur la deuxième partie de saison, Ozil, c'est 3 passes D en championnat en 2016 et que Giroud n'a pas marqué pendant 14 matchs Ouais. la même année. Mais il y avait Alexis Sanchez, heureusement. Mais il y avait Sanchez qui était là pour compenser. Donc, quand tu as ton avançant qui est moins performant, que toi, peut-être, parce qu'après, en 2016, on parle de ça il y a 8 ans, est-ce que toi, tu te rappelles tous les matchs? Est-ce que tu te dis que c'était Ozil qui donnait plus de passes? Ou est-ce que c'était Giroud ou d'autres qui étaient moins performants à la conclusion? En tout cas, Ozil, même s'il manquait d'engagement et on peut lui reprocher tout ce que l'on veut, restait quand même un tracteur ou une locomotive dans les résultats de l'équipe. Et à un moment donné, ben, quand les autres joueurs se mettent au niveau, ben, ça crée une synergie et puis où tu peux aller jouer, ben, comme en 2016, le titre avant de t'écrouler. Ou alors tu joues avec des bras cassés comme on l'a connu un peu plus tard. Et puis là, du coup, ça devient un peu plus compliqué. Après, je pense, tu parlais de paternalisme, etc. Je pense que ça a quand même été aussi toujours dans l'ADN de Wenger. L'histoire a quand même démontré que Wenger, de par son management, justement, qui était le sien, a su tirer le meilleur de beaucoup de joueurs en ayant ce côté paternaliste, souvent protecteur, souvent ou parfois, alors souvent protecteur, parfois trop protecteur. Mais ça a souvent marché. Et avec des noms tout aussi grands que Mesut Özil, où quand les joueurs étaient dans le creux de la vague, ben justement, il était tellement simple de les mettre sur le banc. Et Wenger a souvent été très pédagogique pour relancer des Non, joueurs. mais t'as raison, Donc, t'as raison. Sur la fin, alors même si sur la fin, je trouvais que c'était devenu presque une caricature. Tu vois, c'était trop. Sur la oui, fin, bien c'était sûr, vraiment. ouais, bien sûr. Sur la fin, il faisait plus papa, il faisait grand-père. Tu vois, vraiment le grand-père qui voit ses petits-enfants, qui les aime, tu sais, qui les protège, etc. Bon, mais en même temps, et c'est aussi une preuve d'intelligence, je pense que tu peux pas manager aux îles autrement. En fait, la méthode Ford à la Mourinho, ça n'a pas marché du tout. Et c'est ce qui a provoqué son départ. Donc en fait, effectivement, pour tirer le meilleur de Mesut Özil, il fallait probablement passer par un management comme celui-ci. Moi, encore une fois, tu peux avoir un management paternaliste. Le rôle d'un papa, c'est aussi de dire, mec, là, par contre, tu fais pas suffisamment les efforts. Tu vois, là, j'ai besoin de toi, en fait, à ce moment-là. J'ai besoin de toi sur une première partie de saison où tu fais 16 passes D. Et j'ai besoin sur la deuxième partie de saison, fais-en moi 10, 15, mais on fait pas deux. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, Wenger faisait partie de ces entraîneurs quand même où, entre ce qu'il disait en conférence de presse et Oui, ce qu'il disait en privé dans le bureau avec le joueur, je pense que plus d'une fois, il a dû le remonter lui ou un autre. Mais par contre, si tu regardes le déclin d'Ozil, il est pas sur l'ère Wenger, hein. parce que alors, oui, et on va revenir aussi sur cette fin du coup d'aventure. Et pour moi, l'explication la plus simple qui explique le déclin net de Mesut Özil. Mais cette saison 2016, elle est importante parce que, encore une fois, pour moi, c'est Mesut Özil. Cette saison, en fait, c'est ce qui représente Mesut Özil, c'est-à-dire, et on va juste arrêter pour le coup au stat, une première partie de saison, tu fais 16 passes D, et une deuxième partie de saison, tu en fais 3. Voilà. Ça, c'est Mesut Özil. Et c'est ça, en fait, que je reproche à ce joueur-là. C'est
cette irrégularité sur une saison complète. Encore une fois, si vous regardez les highlights, les gars, et juste, s'il vous plaît, comprenez ce que je dis. Quand vous regardez les highlights, moi, je ne remets pas en cause son niveau. C'est pas ça que je dis. Je dis juste qu'un joueur de football, c'est plus que du talent. Ça doit être plus que du talent. Et sur son passage à Arsenal, de la première à la dernière journée, les gars, ça manquait de constance et de régularité. Si on est honnête entre nous, ça manquait de constance et de régularité. Alors peut-être que les gens vont se satisfaire de ça, parce que, encore une fois, il avait le talent qui permettait de justifier son irrégularité, mais c'est une vision du football. Et tu parlais tout à l'heure de joueurs qui se fatiguaient, etc. Je préfère les joueurs qui se mettent minables. Je me rappellerai toujours d'une interview, c'était un moment, euh, je crois que c'était l'année d'après les Invincibles ou l'année des Invincibles, je ne sais plus. Patrick Vieira, sorti de match, il fait une déclat où il dit: Je suis mort, je peux plus, je suis crevé, je suis mort. Le journaliste va voir Arsène Wenger et il dit à Arsène: Vieira s'est plaint qu'il était fatigué. Est-ce que il serait pas temps de faire un petit peu tourner l'effectif? Est-ce qu'il serait pas temps un petit peu de peut-être d'apporter de mettre au repos Patrick Vieira? Et la réponse d'Arsène, elle est simple. Il dit: mais en fait, encore heureux qu'il est mort après un match. On est à la fin d'un match, on l'interviewé après un match. Mais en fait, évidemment qu'il doit être mort. Évidemment que sa réponse ne doit pas être autre chose que je suis mort. Moi, ce que je Hum. comprends pas, c'est qu'il y a des joueurs, ils sont là en fin d'interview, ils font sourire, tu sais, ils sont contents et tout. Mais mec, mais comment c'est possible? Mais mec, mais moi, la première caractéristique, c'est pour ça que peut-être que je pourrais pas être entraîneur. Mais moi, mes joueurs, je veux qu'ils soient morts. Marcelo Bielsa, tu as des joueurs, ils en peuvent plus à la fin du match parce qu'ils ont tout donné. Et tu peux pas reprocher à une équipe de football, mais même à un sportif, de perdre dès lors qu'il a tout donné, dès lors qu'il allait au maximum de ses Bien capacités. sûr. Tu vois? Alors après, pareil, j'entends des gens qui me disent: ouais, mais bon, une saison, c'est long, donc tu peux pas mettre toute ton énergie sur un match. Ben non, moi je suis pas d'accord, les gars. C'est des footballeurs pros. Ils sont payés 350 000 euros par semaine, 1 million par semaine. Allô? Comment tu peux me sortir cet argument-là? Ce n'est pas possible. C'est la base de ton métier. C'est d'être en capacité de performer sur, allez, peut-être pas 90 minutes, mais sur 70, 80 minutes. Voilà. Et s'il y a des matchs qui sont moins importants, comme on en parlait cette saison avec des Saka, etc., et ben tu fais tourner ton effectif et c'est là où, en fait, tu gères un effectif, tu gères un collectif, tu gères pas une star, tu gères pas une individualité. Moi, ça, je ne comprends pas. Voilà. Je ne comprends pas que tu as des mecs, encore une fois, fin d'interview, ils sont capables de s'exprimer sans être essoufflés, sans. Non, moi, et encore une fois, c'est peut-être parce que j'ai une vision trop obsolète du football, peut-être trop archaïque, etc. Peut-être, pourquoi pas, je veux bien le concevoir. Mais moi, j'ai beaucoup plus de mal, encore une fois, et on peut reprendre le cas de Cavani, à critiquer un joueur comme ça, si tu sais que sa priorité, c'est le collectif, tu sais que sa priorité, si tu sais que si lui, il doit, pendant toute une saison, marquer 0 but, mais faire gagner son équipe par son activité, il le fera, sans problème, sans sourcil, tu vois. Voilà. Donc l'année 2016, elle représente bien Mesut Özil pour ça, quoi. Et après, 2016, elle est aussi à mettre en avant. C'était quand même le. Alors, il y a eu avant le duo Ozil-Giroud qui marchait quand même pas trop mal. Ouais. Mais c'est vrai que 2016, l'entente avec Alexis Sanchez, elle était quand même assez phénoménale. Et c'est eux qui portent l'équipe Ah non, non. sur ce championnat où on termine deuxième. Mais Mesut Ozil fera toujours partie de ces joueurs-là qui créera une sorte de clivage Hmm. même dans les supporters des clubs. Parce que à un moment donné, il y en a qui vont dire ouais bah c'est un beau joueur à avoir joué, ce mec il a une ouverture, il a une vision de jeu, etc. Mais tu vois, si on peut quand même considérer qu'il était meneur de jeu, on peut le comparer avec Odegaard des deux dernières années. Ils ont un peu le même rôle dans l'équipe. Même si Ozil était quand même un peu plus excentré. Mais Mesut Özil, pardon, pour moi, Mesut Özil, c'est un des derniers vrais numéro 10 du football moderne. C'est un vrai, je veux dire, c'est vraiment le numéro 10 derrière l'attaquant. Odegaard, il est plutôt, tu vois, plutôt un meneur de jeu en retrait, quoi. Il joue sur la ligne, c'est un espèce de 8-10, mais il n'est pas derrière l'attaquant, tu vois. Il fait ouais, mais, partie de mais, cette. mais, mais dans la terminologie meneur du jeu, c'est eux qui donnent le tempo du Oui, match, c'est eux oui, qui vont être capables de faire les passes, ce qu'à l'époque ils appelaient
à la télé les passes Ligue des Champions, tu fracasses Ouais, ouais, tout à fait. 5 défenseurs, etc. Et il n'y en a pas beaucoup qui sont capables de le faire Bien sûr, bien dans le sûr. foot actuel, hein. Moi, Et je te, encore moi, je te moins parle, encore. moi, je te parle de vrai numéro 10 derrière Oui, l'attaquant, oui, je vois ce que tu veux dire. de Beaucoup plus Asie, haut que plus Odegaard et haut, plus bas. Ouais. Zidane, Totti, tu vois, ce genre de numéro 10 qui aujourd'hui n'existe quasiment plus, quoi, Ouais, je vois parce ce que que tu veux dire. tactiquement, ça a beaucoup évolué. Et je pense que c'est ça aussi qui lui a fait défaut à Arsenal, c'est aussi son style de jeu et son poste, quoi. C'est que là où Odegaard, pour le coup, a réussi à se renouveler, parce qu'il a, comme Kevin De Bruyne d'ailleurs, c'est des joueurs qui ont un peu plus reculé, qui ont travaillé leur physique pour pouvoir le mettre au service de la première ligue, parce qu'il faut pouvoir le mettre, et au service du collectif. Ouais, oui, je suis d'accord avec toi. Après, si on continue pour avancer si tu me permets, bien entendu, Bien pour sûr, bien avancer sûr. dans ce podcast-là, si on Tu es ici continue chez un toi, petit peu. Raoul, hein. Ah, bah, je suis bien chez moi sur mon canapé, ouais. Si tu regardes la carrière d'Ozil, il signe pour 5 ans, en 2013. Mm. Et il est reconduit. Alors, il signe pas pour 350 000, hein. Il est reconduit en février 2018. Et dans la reconduction de contrat, c'est là où son salaire, il est à 350 Ouais. 000 livres par semaine. Et là, c'est une erreur. Pour moi, la Alors, prolongation, c'est une erreur. alors déjà, voilà, c'est prolongé pour prolonger. Mais ce renouvellement de contrat, c'est ce qui marque aussi un petit peu, moi je trouve, le déclin d'Ozil, puisque dans la même année, Wenger arrête Exactement. et Emery arrive. Exactement. Moi, c'est plus l'arrivée d'Emery qui... Ouais, et je pense que dans la prolongation qui a été proposée et validée aux joueurs, en février, le départ de Wenger, il n'est pas acté, ni dans la tête des dirigeants et encore moins dans la tête de Wenger. Tu crois? Ouais, je suis persuadé. Ok. Je suis persuadé. Parce que c'est le genre de joueurs, pardon, qui sont coach compatibles ou pas. Quoi, j'y Tu dépendant, vois? ouais. Hmm. Ouais. Dépendant ou compatible. Et je pense que l'année 2019, avec la première année d'Emery, qui est arrivé avec ses idées, et puis on voit que là où il est actuellement, ça fonctionne mieux qu'à Arsenal. Bah, il était peut-être pas, il comptait pas forcément sur Ozil, et que donc du coup, ça a moins marché. Donc du coup, on est sur une année 2018 qui est quand même bah, donc il prolonge en février 2018, donc on termine, on va dire, la deuxième partie de championnat en 2018. Euh, le dernier grand match qu'il fait, c'est alors octobre 2018, donc début de saison avec Emery. C'est un match contre Leicester où on gagne 3-1. On est mené 1-0, on gagne 3-1. Et là, il fait un match masterclass. Hmm. Il est impliqué sur les trois buts. Il marque le premier. Et ce but-là, je vous invite à regarder. Vous tapez, c'est à l'Emirates. Vous tapez Arsenal-Leicester 2018. C'est, bah, ça démontre la qualité technique et l'intelligence du joueur. C'est-à-dire que je sais pas si tu vois le but que c'est. Ouais, bien sûr. Il y a une balle en profondeur sur le côté droit. Il y a un centre. Il est à l'entrée des 16 mètres. Et je pense que 9 joueurs offensifs sur 10 contrôlent le ballon, essaient de mettre une praline dans les tribunes. Et lui, il met un plat du pied, ras du poteau, masterclass. Et après, Ouais. je crois que c'est Aubameyang qui signe le doublé sur 2 passes d'Ozil, de mémoire. Euh, et après, il y a eu ce que moi je vais appeler la descente aux enfers, jusqu'au phénomène finalement, bah déjà jusqu'à son dernier match, qui sera en 2020. C'était en 2020. Attends, je regarde les notes que j'avais prises le 7 mars 2020 euh, à l'Emirates face à West Ham, où on gagne 1-0 Il fait un sur la match. dernière passe décisive de Ozil, but de la casette.
Et puis après, alors je sais pas si tu veux qu'on s'attarde sur les années, on va dire 2018-2020, ou le début de la descente aux enfers. Et après, il va y avoir deux, trois événements qui ont précipité Ouais, sa chute. ouais, Je sais ouais. pas Ouais. comment tu veux qu'on procède sur. Comme ça, dans l'ordre, enfin, de manière globale. En fait, moi, je vais être assez, enfin, ça va être assez simple, l'analyse de son déclin. En fait, Emery arrive et Emery a une conception du football qui est très, euh, on le sait, beaucoup de gens disent que c'est un espèce de professeur comme ça, professeur tactique, qui, euh, qui a une rigueur tactique qui est hyper importante. Et c'est aussi pour ça qu'on dit que Emery, c'est pas un entraîneur qui peut entraîner des stars, parce que qui dit star dit privilège, et dit statut. Et dans une conception du football où tactiquement, c'est chaque joueur a un rôle, chaque joueur a des consignes individuelles. En fait, avec Mesut Özil, ça marche pas. Parce que Mesut Özil, c'est un électron libre. Mesut Özil, c'est un créatif. C'est Salvatore Dali, tu vois. C'est Dali, c'est Hmm, un joueur euh, qui sent le football, qui joue au feeling et qui, en fait, on peut pas le brider dans une tactique parce que il n'arrive pas. En fait, c'est pas comme ça qu'il joue. Et donc, quand Emery lui dit, OK, maintenant, quand tu as le ballon, il faut que tu fasses ça. Défensivement, il faut que tu reviennes. Il faut que quand tu n'as plus le ballon, tu fasses le contre-pressing. Ben, en fait, Ozil, c'est un joueur qui n'arrive pas à répéter les efforts. C'est un joueur qui, encore plus, quand depuis 2013 avec Wenger, il est libre de ses mouvements. Ou hmm. tactiquement, il n'est pas aussi, comment dire, euh, il n'a pas des consignes aussi dures sur lui, entre guillemets. Tu vois, parce que il avait des joueurs derrière, il avait des fameux Coquelin, il avait Cazorla, il avait des Ramsey. Bref, il avait des joueurs au milieu de terrain qui lui permettaient justement de, pardon, d'assurer sa Ouais. créativité, quoi, Hmm. d'exprimer, pardon, sa créativité. Et c'est pour ça qu'encore une fois, on en revient toujours à la même chose, c'est quelle est ta conception du football? Voilà. Emery, pour lui, c'était comme ça. Et on enchaîne avec Arteta, et Arteta, c'est pareil. Raoul, tu le sais, Arteta, c'est pareil. Tactiquement, c'est un mec qui a. Chaque joueur a un rôle. Chaque joueur Ouais, a. Tu vois, je suis d'accord avec toi. Alors, je vais juste nuancer le truc, c'est que euh, déjà, Emery, il n'a pas fait long feu. oui, mais peu Il importe. a fait, bon, en gros, au championnat, il a fait septembre 2018 et Arteta est arrivé en décembre 2019. Oui, C'est ça, hein. il fait Euh, 2018-2019, Emery. Bah, il fait un an plus 2 mois, quoi. C'est ça, c'est ça. Ouais. Euh, la philosophie de jeu d'Emery n'était pas compatible avec Ozil, c'est une Exactement. certitude. Ouais. Et du coup, je pense que, indépendamment de l'investissement, de l'engagement du joueur, encore une fois, parce que je ne mettrai jamais toute la faute sur l'entraîneur, je pense que quand déjà tu es en méforme et qu'en plus de ça, tu as, un schéma de jeu, un plan tactique qui n'est pas fait pour te mettre en valeur, ça devient compliqué. Gendouzi prend sa place. Hein. Gendouzi, qui à l'époque est un gamin. Hein. Oui, mais qui est beaucoup plus défensif qu'Ozil. Exactement. C'est pour ça que je parle effectivement d'entraîneur compatible et Voilà. aussi dans ta capacité Mais à par répéter les contre, efforts. quand Arteta arrive au club, euh, pour Ozil, ça sent plutôt bon, pour deux raisons. C'est son ancien collègue, enfin un partenaire. Alors, le projet de jeu que souhaite mettre en place Arteta, qui était Ouais. quand même un jeu de possession, de jeu vers l'avant, etc. Et puis, quand tu as cette volonté de créer, d'animer, ben, quand tu as un joueur comme Ozil, c'est quand même plutôt intéressant. Hum, Et effectivement, tu l'as dit en premier, ils ont joué 3 ans ensemble, hum, Arsenal. Donc là, tu te dis, mon coach, c'était mon coéquipier. Et mon coéquipier qui m'a connu à des heures qui étaient quand même beaucoup plus intéressantes. Et pourtant, ça marche pas très bien. Alors, les débuts sont assez encourageants, pardon. Mais là, je vous parle de décembre 2019, donc le championnat a repris. Arteta arrive, janvier 2020, février 2020, mars 2020, qu'est-ce qui se passe? Bim, Covid, le fameux Covid. le fameux. Et sur la partie, donc entre décembre 2019 et
mars 2020, avec l'arrêt du championnat qu'on connaît, etc., Ozil, il enchaîne 10 matchs titulaires avec Arteta. Mais c'est pas incroyable. Soyons honnêtes, c'est pas incroyable. Ouais, mais Mais oui, oui, bien sûr. ça veut dire, tu sais, on le voit avec Saka, etc. Ça veut dire que dans le projet de jeu à court terme d'Arteta, avant de pouvoir recruter pardon, les joueurs qu'il souhaite, etc., avec des moyens financiers avant Covid qui sont plus conséquents, parce qu'encore une fois, on arrive en fin de paiement de l'Emirates, etc. Donc on commence de nouveau à avoir une trésorerie un peu plus saine. Il a eu 10 matchs bah, 10 titularisations. En plus de ça, il commence les matchs. C'est pas exceptionnel au niveau des performances, mais c'est mieux qu'avec Emery. Et là, il y a le début de la fin pour lui, quoi. Pour Ozil, le Covid, je pense que. Et du coup, c'est de l'extra sportif, finalement, qui va mettre un terme à la collaboration entre Arsenal et Ozil, sachant que quand il avait renouvelé en 2018, en février 2018, je crois qu'il s'engage pour 3 ans, je crois. C'était Oui, un contrat de exactement. 3 ans. Ouais, ouais, tout à fait. De mémoire, hein. En tout cas, on était plus sur du 5, c'était nouveau 3 ans. Donc, on allait jusque, ou 2 ou 3 ans, puisque son contrat se terminait en juin 2018, renouvelé en février, 6 mois avant, pour pas perdre trop d'argent, etc. Et derrière, on le renouvelle, et puis voilà. Et là, il y a le Covid. Donc, comme tu l'as dit, ses prestations, elles sont pas ouf. Alors, elles sont. Déjà, il sort du 11 avec Emery. Il revient dans le 11 avec Arteta. Il fait ses matchs en étant bon, mais pas ultra décisif. Donc, on va dire que la période qui suit son renouvellement de contrat, elle est complètement anodine Ouais, et transparente, finalement, oui. par Ouais, rapport ouais, à un joueur de sa trempe. Mais là, du coup, il va y avoir l'extra sportif qui va rentrer dedans. Et puis, l'extra sportif, finalement, c'est ce qui se passe en dehors du terrain, mais c'est propre aux sportifs aussi. exactement. Voilà, en tout cas, de mon point de vue, Ouais, bien sûr. il y a des prises de position qui peuvent être comprises ou non. Mais alors, je ne sais pas si tu veux que je fasse Bien sûr, ça fait partie, un petit résumé là-dessus, mais il se ça, passe quoi? ça fait partie de son histoire, donc Euh, oui. donc, mars 2020, Covid, arrêt du championnat, donc arrêt de la billetterie. Mm. En Angleterre, c'est quand même pas anodin, hein. Surtout Arsenal. Euh, et je crois que même de mémoire, alors, j'ai un doute maintenant entre la France et l'Angleterre, et j'essaie de me rappeler, est-ce que le championnat a complètement été arrêté ou est-ce qu'il a été joué à huis clos? Je crois qu'il a continué en Angleterre, mais qu'il était à huis clos. Non, non, il a été arrêté, hein. Il a été arrêté en Ouais, partie, il a été mais en tout cas, arrêté. il y a eu des matchs et la fin de saison à huis clos. Oui, exactement. Ouais, ouais. Je crois que peut-être les derniers matchs, il commençait à avoir genre un siège sur 5 qui Oui, pouvait oui, être oui. pris, etc. Mais après, en plus, l'Angleterre avait quand même pas mal Non, morflé, un non, non, peu t'as comme raison, t'as nous. raison. Enfin, il y a eu cette pause et après ça a repris, effectivement. Il y avait qu'en France où le championnat avait été arrêté. Ouais, ouais, tout à fait. T'as Voilà. raison. Oui, oui. Et donc, ils sont allés à la fin. Et donc, du coup, sur des clubs comme Arsenal, grosse difficulté économique parce que quand tu as un stade que tu remplis tous les week-ends, même si tes prestations ne sont pas super bonnes, et que tu perds la billetterie et que, mine de rien, tu continues à payer tes joueurs, on le rappelle, 350K à la semaine, le club avait fait une demande Le aux report. joueurs de réduction de salaire. Dans un premier temps de réduction de salaire, ouais. Ouais, Ouais. qui était de l'ordre de 12,5%. Et la majeure partie des joueurs acceptent sur le groupe, à l'exception d'Ozil et d'autres et quelques autres. Et là, du coup, ça a commencé à créer un petit conflit Arteta et on va dire, je vais pas dire les frondeurs, parce que on peut dire qu'ils ont un contrat, etc. Mais quand tu gagnes 350 000 et qu'on te baisse ton salaire de 12,5%. Sachant que c'était une baisse le temps du Covid et cette baisse allait être payée plus tard, hein. Enfin, je veux dire, c'était pas une baisse. Ouais, elle aurait été absorbée par la suite à la reprise, etc. Oui, Ça veut dire que c'était juste pendant cette période, vous acceptez de baisser votre salaire, mais vous allez c'est ça. rattraper le salaire. Et C'était, évidemment, c'était une sorte de gel, pas de bah, salaire complet, mais d'une exactement. partie. Et sachant Il y avait que, Mesut Özil, Raoul, et rappelons aussi qu'il il y avait Mesut Özil, et comme par hasard, peut-être que c'est là aussi que ça a commencé, il y avait aussi notre ami Aubameyang dans le doigt. oui, bah forcément, oui. Voilà. Euh,
on va chercher la cup cette année-là quand même. Cette Euh, mais année-là! mais Ozil avait été mis complètement sur le banc. Après, on était en finale de la cup. Il n'était même pas dans le groupe. On avait prétexté une blessure au dos, etc. Ah, il Et était il faut pas s'y bon. rappeler qu'à l'époque, le club, il licenciait quand même 55 personnes, hein. Et d'ailleurs, Et, pardon, Raoul, ouais, dis-moi. Raoul, tu fais très bien de dire ça, ces problèmes au dos, parce que ça fait partie de l'extra sportif. Mesut Özil, à l'époque, euh, avait des problèmes de dos, effectivement. Tu sais pourquoi? Est-ce que tu te rappelles pourquoi? Pourquoi il a des problèmes de dos? Oui. À cause de son geste technique à rebond? Non, je sais pas. Parce que c'était un joueur de jeux, enfin, il jouait beaucoup aux jeux vidéo et notamment à Fortnite à l'époque. Ok. Et véridique, il jouait beaucoup à Fortnite et donc en fait, il vient de vie déplorable du coup parce qu'il passait ses soirées assis à jouer à Fortnite, ce qui lui Ouais. a provoqué des grosses, enfin des douleurs au dos. Et donc du coup, enfin, on en revient toujours à la même chose, tu t'entretiens pas, tu mets ton corps en difficulté, mais à quel point quand même c'est ridicule. C'est que tu es face à un entraîneur hyper rigoureux et toi, ta réponse face à ça, c'est de jouer à Fortnite jusqu'à je sais pas quelle heure pendant tous les soirs, euh, au risque de pourrir ton état de santé. Voilà. Et donc, pour finir avec cet épisode Covid, à l'époque, quand le club demande la réduction de salaire de 12,5%, il justifie ça auprès des joueurs en disant il faut que vous le fassiez, sinon on va devoir le licencier. Mais par Hum, contre, si vous jouez le jeu, on ne licenciera pas. hum. Et sur la fin d'année, malgré les promesses faites par le club, il y a donc 55 personnes qui s'en vont, bah, qui sont licenciées par le club. Et l'une des premières personnes à être licenciée, et pour les supporters, une des personnes les plus emblématiques, c'est la mascotte. Et là-dessus, Ozil avait pris la parole de façon assez véhémente en disant le club n'a pas respecté son engagement. Je m'étais proposé de payer le salaire de la mascotte. Je sais pas si tu te rappelles de cet Ouais, épisode-là, ouais, tout à fait, tout à fait. mais il avait proposé le paiement du salaire et le club n'avait pas suivi. Donc là, de toute façon, à ce moment-là, il y a une vraie, il y a une vraie. Alors autant je ne suis pas d'accord avec lui en disant je refuse de baisser mon salaire. Encore une fois, tu prends 350 000 à la semaine, 1,4 million dans le mois. On t'enlève 140 000 ou 160 000 de salaire, il te reste quand même 1,2 million, hein. Non, mais, Non, mais moi, je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord. et là, du coup, c'est là où l'institution devra toujours primer devant un ou plusieurs joueurs. Là, je suis d'accord. Par contre, sa prise de parole avait été maladroite, sachant que c'est un de ceux qui refuse de baisser son salaire qui prend la parole. L'histoire de payer le salaire de la mascotte, je pense qu'il l'aurait fait parce que ce mec-là ne doit pas gagner des milliers et des cents, hein. Ouais, mascotte, ça va pas être. Ouais. Ah ouais. Mais je pense que il y avait ce côté un petit peu attachement au club, les supporters, je vous aime, regardez ce que j'aurais fait pour lui, le club n'a pas voulu suivre, etc. Et Mais qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, la fracture était prononcée et dès lors, Arteta ne compte plus sur lui. Le joueur, il a 32 ans à ce moment-là, je crois, ou 31 ou 32 ans. Bah, après, l'idée du club, c'est de dire, ben, on vend, quoi. Bah, il faut le vendre. Faut le vendre pour essayer de récupérer un petit peu d'argent dans le transfert, etc. Puisqu'il lui restait, c'est la dernière année de contrat et que sinon, si le club n'arrivait pas à le vendre, et ben, du coup, ça voulait dire le payer pendant un an sans le faire jouer et ne pas avoir d'indemnité de transfert. Donc, voilà. Donc, la fin est moche. Rappelons qu'il part après en Turquie, Fenerbahçe. à Fenerbahçe, ouais. Voilà, ça fait partie des histoires, je veux dire, d'amour, parce que je pense qu'il a quand même été, dans cette période-là, un des joueurs le plus appréciés par les supporters. Encore une fois, c'était un des joueurs les plus jolis à voir quand même, quand il avait le ballon balle au pied, avec sa fameuse signature, avec cette frappe, avec rebond. Ou d'ailleurs, il y avait un reportage où il y avait une équipe d'Arsenal qui était allée le voir à l'entraînement et il montrait vraiment que c'était un geste technique qui était maîtrisé, travaillé pendant des années. Alors que Michel, je pense que toi et moi, on essaye, on se pète les croisés, quoi, hein. Ah non, non, mais Ozil, alors déjà, juste pour rappeler que il part gratuitement hein, À faire un match, à ouais. Fenerbahçe. Euh,
En résumé, Ozil, c'est un joueur qui était capable, et c'est pour ça, si vous regardez des highlights, vous allez dire, mais c'est vrai, il ne connaît vraiment rien en football, ce mec. Parce qu'Ozil, c'est un joueur qui était capable de faire des choses, bah, et c'est pour ça qu'il était adoré, aimé, que je pense, il y a quoi, à l'époque, en tout cas à son époque, il devait y avoir à peine 5 joueurs qui étaient capables de faire ce qu'il était capable de faire. Vraiment, il avait une capacité à voir le jeu. D'ailleurs, il y avait une phrase, je crois que c'était sur lui, hein, une phrase de Guardiola qui disait regardez Ozil pendant 90 minutes et vous comprendrez le football. Euh, Phrase avec laquelle je ne suis pas forcément d'accord, mais enfin bon, bref. En tout cas, c'est pour dire quand même l'aura qu'il avait sur le terrain. Et c'est un mec qui, effectivement, était capable de faire des choses dont peu de joueurs étaient capables. Et c'est aussi pour ça qu'on regarde le football. C'est pour des joueurs comme Mesut Özil. Quand il met son but contre Ludogorets, combien de joueurs sont capables de faire ce qu'il fait? Hmm. Je veux dire, sur le Ah, sombrero, sur le premier crochet, sur le deuxième crochet, c'est il est magnifique ce extraordinaire. but. Ouais. C'est extraordinaire. C'est un des plus beaux buts que j'ai vus de ma vie. Extraordinaire. Hmm. Mais on en revient toujours à la même chose, toujours au même débat, c'est quelle est ta vision du football et qu'est-ce que tu attends de ton équipe des footballeurs. Voilà, c'est tout. Mais évidemment que c'est un joueur au talent extraordinaire. Moi, je déplore juste qu'encore une fois, ce talent, comme des joueurs comme Hazard, comme des joueurs comme Ronaldinho, comme des joueurs comme bah, je sais pas, là, c'est les premiers qui me viennent, comme des joueurs comme Ben Arfa, comme des joueurs, voilà, Pépé, si on peut parler de Pépé à Arsenal. Des joueurs ils ont un truc en plus et ils le mettent pas au service, ils se battent pas assez pour pouvoir aller au bout et au maximum de leur potentiel. Et ça, c'est un petit peu dommage. Voilà, c'est tout. Après, peut-être que c'est humain. C'est des jeunes, les mecs qui jouent au football depuis qu'ils ont 15 ans, enfin, tu vois, qui sont professionnels, ouais, qui sont professionnels depuis 15 ans, 16 ans, 17 ans. Et peut-être que quand tu arrives à 29, 30 ans, t'en as marre, tu vois. Là, encore un exemple tout bête. J'en parlais avec un pote là récemment. Il m'a envoyé le transfert de Varane là, qui signe à Com. Et il dit, on dirait qu'il fait il fait des carrières Chez de. Fabregas, ouais. Ouais, il me dit, regarde, on dirait qu'il fait des choix de fin de carrière. Mais le mec, il a fini le jeu, il avait 25 ans, 26 ans. Il a tout Ouais. gagné, il avait 26 ans. Bah ouais, en fait, je peux comprendre qu'à 30 ans, ça y est, tu as envie de continuer ta passion, mais tu as peut-être envie de la jouer d'une autre façon. Et donc, je peux comprendre que des mecs comme ça aient envie de moins de jouer. C'est juste que c'est frustrant. Voilà, c'est dommage et c'est frustrant. Mais en tout cas, c'est top Après, d'avoir fait ce podcast parce que déjà, ça rappelle des bons après, souvenirs. oui, parce que ça reste quand même, il y a quand même, bah, tu parles de highlights, etc. Je pense que quand tu regardes un petit peu les best-of d'Ozil, tu dis, ouais, c'était quand Ah, même c'est du lourd. quelqu'un. Bien sûr, c'est quelqu'un. Mais c'est toujours pareil, c'est à un moment donné, quand tu sors de ton, bah, ça m'embête de dire ça, mais quand tu sors, parce que les footballeurs ne sont pas bêtes, mais je reprends l'exemple d'Mbappé et de la politique à l'Euro. Euh, il était sur tous les fronts. Alors, moi, j'ai adoré ce qu'il a dit, mais est-ce que c'est son rôle sur le moment? Est-ce qu'il s'est pas perdu aussi dans sa préparation de l'Euro? Parce que là, Ah, je t'ai raconté l'histoire du Covid avec Arsenal. Et le Covid, c'est mars 2010, mars 2020. Il y a quand même un épisode en fin 2019 déjà avec Ozil, où là, il met un peu le feu aux poudres et je pense qu'il y a eu des réunions très tard dans les bureaux de la direction en disant, putain, on fait quoi? Fin 2019, quand il apporte son soutien aux Erdogan. Ouïghours. Ah, Ouïghour, pardon. Ouais. Il avait aussi Euh, apporté son soutien à Erdogan. ouais, mais il était en Turquie, je crois. Ok. Et donc, Il me oui, semble. Mais donc en tout cas, fin 2019, il donne son soutien aux Ouïghours. Et là, les relations du club avec la Chine, le côté commercial aussi du club et, et les déclarations. En fait, ce qui est dommage dans ces fins d'histoire d'amour ou de relation entre un joueur et un club, c'est que tu vas dire aux îles, tu vas retenir quoi? Ok, joueur technique, etc. Mais sur les 2 dernières années, tu as ces déclarations avec les Ouïghours, tu as, le Covid et sa décision de pas baisser son salaire. Et je crois que c'est la même année où le mec, il a failli se faire agresser au couteau. et Et tu as Kolasinac qui le Kolasinac défendait. qui est en mode moi, t'as Extraordinaire. un couteau, moi, j'en ai pas, mais je m'en fous, j'y vais. Et Ouais. en fait, c'est ce qu'on retient d'Ozil sur les 2 dernières années, finalement, tu vois. Plus même, hein. C'est Enfin, que- en gros c'est que- depuis ouais, de 2018 jusqu'à la fin. Ouais, Mais en c'est gros. cette prolongation-là, finalement, qui est. Je suis d'accord. Alors après, c'est là où tu vois toute la complexité, parce que
est-ce que si Wenger était resté, Ozil n'aurait pas gardé son niveau de performance, mais peut-être est-ce que Arsenal n'aurait pas continué son déclin? Ou parce que je pense que M. Wenger était arrivé aussi à la fin d'un cycle, Mm. que dans la philosophie de jeu, il n'avait pas les joueurs tout simplement qui allaient avec. Voilà. Mais tout ça pour dire quoi, Michel, finalement? Parce que là, on a fait un petit focus sur Mesut Ozil, sur ses qualités, sur ce qu'on a aimé de lui ou pas. Après, si on devait se poser la question, que les auditeurs vont forcément entendre et qui vont répondre de leur côté, est-ce que Ozil est un top player d'Arsenal? Moi, je dis non. Bah, sur le 11, on l'a même pas évoqué. Non, alors là, sur le 11 non. Mais alors après, ça dépend, hein. Si tu fais un classement des 100 meilleurs joueurs, je pense qu'à un moment donné, il va y Oui, arriver. bien sûr. Tu vois? Mais si tu fais un classement des 20 meilleurs joueurs d'Arsenal, Il n'est pas dedans. pour moi, perso, il n'y est pas. Ah non, non, il n'est pas dedans. Alors, j'ai une autre question pour toi. Est-ce que le passage de Mesut Ozil, faisons plus simple, est-ce que le passage de Mesut Ozil est réussi? Il y a cette fin qui me pose problème. Mais je vais te dire que oui. Parce que finalement, avec son arrivée coïncide le retour des titres. Alors, il n'est pas arrivé tout seul, hein, mais il intègre une équipe qui n'a plus rien gagné depuis 8 ans. Il repart, il fait 4 FA Cup, un titre de vice-champion d'Angleterre. Donc, oui. Et est-ce que à l'époque où il arrive au club, donc on va dire de 2013 à 2020, donc il reste quand même 7 ans chez nous, je crois, Hum, est-ce que le club était en mesure d'attirer d'autres grands noms t'as raison. et de faire d'autres transferts à 50, voire 60, voire 70 T'as millions, parce raison. que en Angleterre, à partir des années 2010-2015, dès l'instant que tu recrutais en Angleterre, de toute façon, les prix étaient exorbitants. Oui. Le mec, il mettait 5 buts, ouah, c'est 50 millions, ok, bah, tu sais Ouais. pas pourquoi. Tu savais même pas comment il s'appelait en début de saison, etc. Mais, Carroll mais qui voilà. signe à Liverpool pour plus de 40 millions d'euros Ouais, voilà, ouais, tu à vois. l'époque. Ouais, bien sûr. Donc, sur le bilan, je dirais que oui. Ok. Voilà. Oui, oui, Mais après. est-ce que, en Non, mais, nuançant, en disant, est-ce qu'on aurait pu avoir mieux dans cette période-là? non, mais Et t'as encore une raison. fois, on parlait, tu sais, quand on a fait le 11 AFC, je vais pas dire le 11 de légende, mais le 11 AFC, on parlait de Sanchez à un moment donné dans le podcast, on disait, ouais, mais ok, mais rappelez-vous à quelle époque il est venu, Ouais, ouais, tout à fait. etc. Bah, Ozil, Sanchez, à Et je, un moment donné, ils ont joué ensemble, hein. ouais, ouais. Et je pense d'ailleurs que sans Ozil, il n'y a pas Sanchez. Je pense que Sanchez, il vient pas s'il n'y a pas Ozil, par exemple. Tu as Il besoin doit y aussi de avoir joueurs. il doit y avoir un lien. Bah ouais, Probable, ouais. parce que tu dois avoir, tu as besoin de joueurs phares pour pouvoir aussi attirer d'autres joueurs, dire ouais, bah, j'ai envie de jouer avec Mesut Ozil. Sanchez, je sais pas s'il avait envie de jouer avec Giroud, Gervinho et tu vois ce que je veux dire? Enfin, faut être honnête avec tout le respect que j'ai pour. Et pourtant, j'adore Giroud. Moi, si je pouvais avoir. Enfin, je trouve que du coup, pour le coup, d'un point de vue mentalité, moi, c'est tout ce que j'aime, Olivier Giroud. Mais bon, là, on parle de top, top, top niveau. Et Sanchez, comme Ozil, en tout cas, c'est comme ça qu'il était considéré, Ozil, c'était du top, 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 top niveau. Et donc, forcément, tu as envie de jouer avec des joueurs qui ont ton niveau, ou en tout cas qui peuvent s'y apparenter, quoi. Moi, je pense en tout cas que Mesut Ozil marque le commencement d'une D'une nouvelle ère. nouvelle ère, Ouais, ouais, tout à fait. de la deuxième ère Wenger finalement, où on a commencé de nouveau à pouvoir recruter, etc. Parce que mine de rien, on a quand même eu des beaux noms qui sont venus compléter l'effectif. Alors après, on n'arrivait pas à recruter 10 nouveaux joueurs par an, mais on a quand même eu des Ouais, beaux bien passages. sûr. Alors parfois éphémères, mais voilà. Non, non, mais c'est Après, donc, absolument. est-ce que c'est un top player, sans parler de légende pour moi? Non. Est-ce que son passage, il est réussi? Oui, pour les trophées, parce que voilà, on était en disette, non sur la fin, parce que du coup, l'extra sportif a pris le dessus et voilà. Et puis après, comme souvent, hein, les joueurs qui partent en Turquie, généralement, ça reste quand même, sans dénigrer le championnat turc, mais ça reste quand même une sorte de pré-retraite, hein. Ah bah, évidemment, évidemment. Donc voilà. Mais si je devais mettre une appréciation, c'est assez bien et aurait dû mieux faire, tu vois. Ouais. Ouais, ouais, je suis globalement d'accord.
Moi, je pense que son aventure aurait dû effectivement s'arrêter à la fin de son contrat, de son premier contrat, et on aurait gardé une meilleure image Ouais, c'est ça, ouais, ouais. de Mais son après, de se passage. dire, tu vois, s'il était parti en 2018 alors que tout allait plutôt bien, euh, est-ce que les critiques n'auraient pas dû dire, ouais, mais on n'est pas capable de garder nos meilleurs joueurs? Parce que quand il part en 2018, il fait partie des top players de l'effectif, hein. Oui, mais j'en reviens toujours à la même chose, c'est quelle est ta conception du football? Moi, pour moi, il aurait dû partir à ce moment-là, parce que Ouais. je Mais trouvais moi, que, je reste persuadé que le départ de Wenger, il n'est pas acté. Et que si Wenger, et même si tu dis à Ozil, Wenger n'est plus l'année prochaine, je pense qu'Ozil y part. peut-être. Non, mais c'est vrai, tu as raison. Tu raison, ça, c'est des Mhm. trucs de vestiaire, on peut pas savoir, mais moi, je reste persuadé que c'était pas un joueur adapté à la première ligue, que s'il a réussi effectivement à s'en sortir à peu près correctement, c'est parce qu'il avait beaucoup, beaucoup de talent. Mais encore une fois, euh, sur l'intégralité des matchs, moi, je le trouvais pas hyper haut niveau, quoi. Je suis désolé, mais voilà, je le trouvais pas hyper haut niveau. Donc, Et tu prends le même joueur avec les mêmes prestations balle au pied et tu lui rajoutes juste cette petite piqûre d'engagement et d'effort et de don de soi, ça change le joueur. exactement, exactement. Tu vois, et on va finir sur ça. À un moment donné, dans la saison, je l'ai comparé à Verts. Mais Mhm. À Verts, deuxième partie de saison, il s'est bougé de fiac. Deuxième Et c'est partie ce de qui, saison, et c'est ce qui t'a fait, alors non pas changer ton idée, mais qui t'a fait mais nuancer tes propos sur Havertz. exactement. Où je me dis, bah, au moins, Le mec, il il se essaye, bat. il se bat, voilà, il se bat. Voilà, exactement, il se bat. Enfin voilà, messieurs, dames, ce podcast est désormais terminé. N'hésitez pas à me jeter toutes les tomates pourries que vous avez dans votre frigo. Il n'y connaît rien, c'est un nul, au secours. Bref, mettez des commentaires, je rigole évidemment. Merci pour tous les commentaires que vous nous laissez, pour l'écoute. N'hésitez pas à nous donner de la force. Vous pouvez commenter sur YouTube, sur Spotify, sur toutes les plateformes dans lesquelles on est. On essaye de maintenir ce rythme de un podcast par jour. Et on revient évidemment la semaine prochaine avec de nouveaux podcasts. Merci beaucoup Raoul pour ton expertise. Comme d'habitude, c'était un plaisir. Merci à toi, Michel, de l'invitation. Et je vous dis à très très bientôt. À bientôt.